Dans l'histoire du cinéma, certaines rencontres sont racontées comme des contes modernes. Elles naissent sur un plateau de tournage, sous les projecteurs, portés par la promesse de l'art et de la création. Mais avec le recul, certaines d'entre elles méritent d'être relues autrement, débarrassées du vernis romantique qui les a longtemps protégées. La rencontre entre Milla Jovovich et Luc Besson fait partie de ces récits que le temps transforme. Au milieu des années 1990, Milla Jovovich n'est pas encore l'icône mondiale qu'elle deviendra. Elle est connue, certes, mais fragile. Ancienne enfant mannequin propulsée trop tôt dans le monde adulte, elle porte déjà les marques d'une jeunesse instable. Fille d'une actrice soviétique exilée et d'un médecin, elle grandit entre les cultures, entre les pays, entre les identités. Hollywood la remarque très tôt, mais Hollywood ne protège pas. À 15 ans, elle tourne, pose, chante, vit vite, trop vite. Les succès précoces s'accompagnent d'errances personnelles, d'un premier mariage éclair, d'un sentiment d'isolement que beaucoup d'anciens enfants stars décrivent de plus tard avec les mêmes mots, solitude, pression, perte de repères. À cette époque, Milla Jovovich cherche avant tout une reconnaissance artistique qui irait au-delà de son image. Elle veut être actrice, pas seulement en visage ou corps. Elle aspire à un cinéma plus exigeant, plus sérieux, plus européen aussi. Cette quête la rend perméable aux figures d'autorité charismatique, à ceux qui semblent détenir les clés de la légitimité artistique. Face à elle, Luc Besson est alors l'un des réalisateurs les plus puissants du cinéma européen. Il a imposé un style, un univers, une marque reconnaissable entre toutes. Il est le cinéaste français qui a réussi à parler au monde entier sans renoncer à sa singularité. Il incarne une forme de réussite totale, artistique, économique, symbolique. Dans les années 1990, travailler avec lui signifie entrer dans un cercle fermé, presque mythifié. Il n'est pas seulement réalisateur, il est producteur, décideur, faiseur de carrière. Cette asymétrie est essentielle pour comprendre ce qui va suivre. D'un côté, une jeune femme en construction, en recherche de stabilité et de validation. De l'autre, un homme installé, admiré, entouré, habitué à exercer un contrôle sur ses créations et sur son environnement. Leur rencontre se fait dans un contexte très particulier, celui d'un film où le réalisateur exerce une autorité quasi absolue. Le plateau n'est pas un espace neutre. C'est un lieu hiérarchisé où les rôles sont clairement définis, où la dépendance artistique peut devenir émotionnelle. Pour une actrice jeune, étrangère, sans véritable réseau en Europe, le réalisateur n'est pas seulement un supérieur hiérarchique. Il est mentor, guide, parfois figure protectrice. Les témoignages indirects, les récits a posteriori, les interviews données des années plus tard convergent sur un point. Milla Jovovich admirait profondément Luc Besson. Elle voyait en lui un créateur visionnaire capable de la révéler au monde autrement. Cette admiration, dans un cadre professionnel déjà déséquilibré, constitue souvent le terreau de relations complexes. Le journalisme contemporain a appris à se méfier des récits de trop simples. Une relation ne bascule jamais d'un coup. Elle s'installe progressivement, dans des zones grises. Dans ce type de configuration, la frontière entre encouragement artistique et emprise affective peut devenir floue. Le regard du réalisateur compte plus que celui des autres. Son approbation devient centrale. Son silence aussi. À l'époque, rien n'alerte vraiment l'opinion publique. Au contraire, la presse célèbre le couple. Elle y voit une histoire d'amour artistique, une fusion créative. Le mythe est séduisant, un grand cinéaste et sa muse. Cette narration, longtemps répétée, empêche toute lecture critique. Le cinéma adore les muses. Il les glorifie, mais les enferme aussi. Être une muse, ce n'est pas seulement inspirer. C'est exister à travers le regard de l'autre. Dans ce schéma, la jeune actrice devient indissociable de l'homme qui la met en scène. Son talent est reconnu, mais toujours en lien avec lui. Son identité artistique se construit dans une relation de dépendance symbolique. Plus tard, Milla Jovovich évoquera cette période avec des mots beaucoup plus durs. Elle parlera d'un sentiment d'étouffement, d'une relation où elle n'était pas à égalité. Mais à l'époque, ces ressentis restent invisibles. Le récit dominant est celui du succès, de l'amour, de la création partagée. Dans les années 1990, ces interrogations sont absentes du débat public. Le pouvoir des réalisateurs est rarement questionné. Les jeunes actrices, elles, apprennent très tôt à se taire, à s'adapter, à ne pas m'en faire de vagues. Ce silence n'est pas forcément imposé explicitement. Il est souvent intériorisé. Il naît de la peur de perdre une opportunité, de décevoir, de passer pour ingrate ou instable. Pour une jeune femme comme Milla Jovovich, dont la carrière connaît déjà des hauts et des bas, cette peur est d'autant plus forte. La rencontre entre Milla Jovovich et Luc Besson s'inscrit dans une époque, un système, une industrie où les rapports de force étaient rarement remis en question. Ce n'est que plus tard, après le divorce, après la reconstruction, après les évolutions sociétales profondes, que cette histoire sera relue autrement. Mais pour comprendre cette relecture, il faut d'abord revenir à l'origine.
à cette rencontre fondatrice où tout semblait possible et où les déséquilibres étaient déjà là, invisibles, silencieux, mais bien réels. Lorsque le mariage entre Milla Jovovich et Luc Besson est officialisé, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme par la presse internationale. Nous sommes alors dans une époque où l'union entre un réalisateur visionnaire et son actrice fétiche est perçue comme l'aboutissement logique d'une collaboration artistique intense. Le récit est simple, séduisant, presque cinématographique. Deux talents, deux destins, une même passion pour le cinéma. Mais derrière cette image lisse, la réalité du mariage s'inscrit dans une dynamique bien plus complexe, marquée par des rapports de force, des attentes implicites et une asymétrie structurelle que peu de médias prennent alors le temps d'analyser. À la fin des années 1990, le mariage est encore largement perçu comme un symbole de stabilité et de réussite. Lorsqu'il concerne deux figures publiques, il devient un objet médiatique. Les photos circulent, les articles se multiplient, les interviews se font complaisantes. La presse parle d'amour, de complémentarité, de fusion créative. Le couple est présenté comme une entité indissociable, presque comme une marque artistique. Ce qui frappe, avec le recul, c'est l'absence quasi totale de questionnement. Peu de journalistes s'interrogent sur la différence d'âge, sur la différence de statut, sur la concentration du pouvoir professionnel entre les mains d'un seul des deux conjoints. Ces éléments sont relégués au second plan, considérés comme anecdotiques, voire romantiques. Dans ce mariage, la frontière entre vie privée et vie professionnelle est extrêmement poreuse. Le cinéma n'est pas seulement un métier, il est le centre de gravité du couple. Les décisions artistiques, les projets, les tournages structurent le quotidien. Pour Milla Jovovich, être l'épouse de Luc Besson signifie aussi évoluer dans un univers où son mari est omniprésent. Sur les plateaux, dans les cercles professionnels, dans les choix de carrière, cette omniprésence n'est pas nécessairement vécue comme une contrainte au départ. Elle peut même apparaître rassurante. Mais à mesure que le temps passe, elle limite l'autonomie. Les opportunités professionnelles sont filtrées, orientées, parfois conditionnées. L'indépendance devient relative. L'un des éléments récurrents dans les récits postérieurs de Milla Jovovich concerne un sentiment d'isolement. Un isolement qui ne se traduit pas forcément par une interdiction explicite, mais par une réduction progressive des espaces personnels. Dans ce type de relation, l'entourage se transforme. Les amis deviennent ceux du couple, puis ceux du conjoint dominant. Les repères extérieurs s'effacent. Le journalisme d'investigation montre souvent que cet isolement est un mécanisme central dans les relations déséquilibrées. Il ne repose pas sur la violence visible, mais sur la normalisation d'un cadre où l'un des deux partenaires finit par se définir principalement à travers l'autre. Un autre facteur clé est celui de la gratitude. Milla Jovovich doit une part importante de sa reconnaissance internationale à sa collaboration avec Luc Besson. Cette réalité crée une dette symbolique difficile à ignorer. Dans l'industrie du cinéma, cette dette est rarement formulée explicitement, mais elle pèse lourdement. Elle influence les choix, les silences, les concessions. Comment s'affirmer pleinement lorsque l'on a le sentiment de devoir sa carrière à son conjoint? Comment dire non sans craindre de tout perdre? Ces questions, rarement posées publiquement à l'époque, sont pourtant centrales pour comprendre la dynamique du couple. Derrière l'image publique du couple uni, des tensions apparaissent. Elles ne sont pas exposées dans les médias, mais transparaissent dans certains silences, dans des déclarations elliptiques, dans des choix de carrière parfois abrupts. Milla Jovovich continue de travailler, mais son identité artistique reste fortement associée à celle de son mari. Cette association, loin d'être neutre, devient une cage dorée. Le mariage, censé offrir un espace de sécurité et d'égalité, se transforme progressivement en un cadre rigide, où les rôles sont assignés. L'épouse, l'actrice, la muse, des rôles difficiles à concilier avec une aspiration à l'autonomie personnelle. Des années plus tard, après le divorce, le vocabulaire employé par Milla Jovovich pour évoquer cette période surprend par sa dureté. Le mot « cauchemar » revient, rompant brutalement avec la narration romantique initiale. Ce changement de ton n'est pas anodin. Il témoigne d'un processus long, souvent douloureux, de relecture du passé. Le journalisme contemporain sait que ces relectures sont rarement immédiates. Elles nécessitent du temps, de la distance, parfois une transformation profonde du contexte social. Ce qui était autrefois normalisé devient soudainement problématique. Ce qui était « tu deviens disciple ». Au-delà du couple lui-même, ce mariage révèle les failles d'un système plus large. Celui d'une industrie où le pouvoir est concentré, où les relations personnelles et professionnelles s'entremêlent, où les jeunes femmes évoluent dans des structures peu protectrices. Le cas de Milla Jovovich et Luc Besson n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue histoire de relations asymétriques, longtemps légitimées par le discours artistique. À la fin de cette période, quelque chose s'est déjà brisé. Même si la rupture officielle n'est pas encore actée, les fissures sont là. Le malaise s'installe. La promesse initiale s'est transformée en contrainte. Le mariage, loin d'avoir consolidé une relation équilibrée,
a mis en lumière ces déséquilibres structurels. C'est à partir de cette prise de conscience progressive que s'amorce la suite du récit. La descente, le conflit intérieur, puis la nécessité de se libérer. Il existe dans de nombreuses trajectoires personnelles un moment précis où l'on cesse de raconter sa vie comme une histoire heureuse pour commencer à la relire autrement. Ce moment n'est pas toujours spectaculaire. Il n'est pas fait de cris ni de ruptures soudaines. Il est souvent silencieux, progressif, presque imperceptible de l'extérieur. C'est dans cet espace trouble que s'inscrit la descente vécue par Milla Jovovich durant les dernières années de son mariage avec Luc Besson. La descente ne commence pas par un choc, mais par une accumulation de compromis, de renoncements discrets, de silences stratégiques. À l'extérieur, rien ne semble anormal, le couple continue d'exister publiquement. Les apparitions sont maîtrisées, les discours polis, les images soigneusement sélectionnées, mais dans l'intimité, le cadre se resserre. L'actrice, autrefois animée par une quête d'émancipation artistique, se retrouve enfermée dans une identité qui ne lui appartient plus entièrement. Elle est perçue avant tout comme la femme d'eux, la muse d'eux, l'actrice d'eux. Cette réduction progressive de l'individu est l'un des mécanismes les plus documentés dans les relations asymétriques. Le piège, ici, ne repose pas sur la violence manifeste. Il repose sur la normalisation, sur l'idée que cette situation est logique, méritée, voire enviable. L'un des éléments les plus complexes à analyser d'un point de vue journalistique et psychologique est la confusion entre amour et loyauté. Dans ce type de relation, aimer signifie souvent rester fidèle au récit commun, même lorsqu'il devient douloureux. La loyauté ne s'adresse plus seulement à une personne, mais à une histoire, à une image publique, à une construction symbolique. Pour Milla Jovovich, remettre en question le mariage, c'est aussi remettre en question une partie de son parcours, de ses choix, de son identité professionnelle. Cette remise en question est vertigineuse. Elle implique un risque, celui de passer pour ingrate, instable, voire opportuniste. Dans l'industrie du cinéma, ces étiquettes collent longtemps. Durant cette période, le silence devient un outil, non pas un silence imposé par la contrainte directe, mais un silence choisi, intériorisé, rationalisé. Se taire pour préserver l'équilibre, se taire pour éviter les conflits, se taire pour ne pas fragiliser une position déjà précaire. Le journalisme contemporain sait combien ces silences sont souvent interprétés à tort comme des signes de consentement ou de satisfaction. Or, dans de nombreux cas, ils relèvent d'une stratégie de survie psychologique. Dire moins pour tenir, s'effacer pour durer. Ce silence est d'autant plus lourd qu'il est entouré de discours positifs. Le couple est célébré. La presse parle de succès. Le contraste entre l'image publique et l'expérience intime crée un sentiment de dissonance profonde. À mesure que la relation se dégrade, un autre phénomène apparaît, la perte de contrôle sur son propre récit. L'histoire du couple est racontée par d'autres, par les médias, par l'entourage professionnel, par les institutions du cinéma. Milla Jovovich n'est plus la narratrice de sa propre vie. Elle en devient un personnage secondaire. Cette dépossession narrative est centrale pour comprendre pourquoi le mot « cauchemar » n'apparaîtra que bien plus tard. Tant que l'on ne maîtrise pas le récit, il est presque impossible de nommer la souffrance. Celle-ci reste diffuse, mal définie, enfermée dans des sensations plutôt que dans des mots. La descente est aussi une usure, une fatigue émotionnelle qui s'installe lentement. Elle ne se manifeste pas par des crises spectaculaires, mais par un épuisement intérieur. Les témoignages ultérieurs de Milla Jovovich évoquent un sentiment d'étouffement, de perte de soi, de confusion identitaire. Autant de signes que les spécialistes associent à des relations déséquilibrées de longue durée. Cette usure est d'autant plus difficile à reconnaître qu'elle est vécue dans un cadre privilégié. Richesse, reconnaissance, succès international, autant d'éléments qui rendent la plainte socialement inaudible. Comment se dire malheureuse quand tout semble aller bien? Dans toute descente, il existe un point de bascule. Pas nécessairement visible mais décisif. Un moment où l'individu comprend, parfois confusément, que la situation n'est plus tenable. Pour Milla Jovovich, ce moment ne se traduit pas immédiatement par une rupture. Il se manifeste par une prise de conscience intérieure, celle que l'amour tel qu'il était vécu ne libère plus, mais enferme. Cette prise de conscience est souvent le début d'un processus long et douloureux. Elle implique de renoncer à une version idéalisée du passé, d'accepter la complexité, voire la brutalité, de la réalité. Il est essentiel de rappeler que cette descente s'inscrit dans un contexte social particulier. À l'époque, les discours sur les relations de pouvoir, l'emprise psychologique ou les abus symboliques sont largement absents de l'espace public. Les outils conceptuels pour nommer ces expériences n'existent pas encore ou restent confinés à des cercles spécialisés. Ce manque de langage contribue à l'isolement. Sans mots pour dire ce qui est vécu, l'expérience reste enfermée dans le ressenti. Le malaise devient personnel, alors qu'il est en réalité structurel. Ce qui rend cette descente particulièrement marquante, c'est le contraste avec le rêve initial. Le cinéma, l'amour, la création partagée,
Tout ce qui avait été promis semble désormais inaccessible. Le rêve ne disparaît pas d'un coup, il se fissure, il perd de sa cohérence. Il devient un souvenir douloureux plutôt qu'un moteur. C'est dans cette fissure que naît la nécessité de la rupture. Pas encore officielle, pas encore publique, mais déjà inévitable. La descente n'est pas seulement une chute, elle est aussi une préparation, une lente maturation qui rend possible plus tard un geste radical, celui de partir. Le divorce ne sera pas un caprice ni une réaction impulsive. Il sera l'aboutissement d'années de tensions invisibles, de silences accumulés, de prises de conscience retardées. La rupture n'est jamais un événement isolé, elle est presque toujours l'aboutissement d'un processus lent, souvent invisible, où l'individu se prépare intérieurement bien avant que les faits ne deviennent publics. Dans le cas de Milla Jovovich, le divorce avec Luc Besson marque précisément ce moment charnière où le silence accumulé cède la place à la distance, puis à la parole. Contrairement au récit médiatique simplifié, le divorce n'apparaît pas ici comme un geste spectaculaire ou impulsif. Il s'impose progressivement comme une nécessité vitale. Rompre dans ce contexte ne signifie pas seulement mettre fin à une relation conjugale, cela signifie se dégager d'un cadre psychologique devenu insoutenable, d'un récit qui n'est plus maîtrisé, d'une identité construite à travers le regard d'un autre. Les spécialistes des relations asymétriques parlent souvent de séparation réparatrice. Une rupture qui ne vise pas la vengeance ni la dénonciation immédiate, mais la survie psychique. Le divorce de Milla Jovovich s'inscrit dans cette logique, partir pour se préserver. Ce qui frappe dans les années qui suivent dans la rupture, c'est le choix du silence. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une figure publique, Milla Jovovich ne règle pas ses comptes dans les médias. Elle ne multiplie pas les interviews confessionnelles, elle ne cherche pas à imposer une contre-narration immédiate. Ce silence post-divorce n'est pas un oubli, il est une stratégie. Il permet la reconstruction à l'abri du regard public, loin des injonctions médiatiques qui exigent souvent des récits clairs, des coupables identifiés, des victimes désignées. Dans le champ journalistique, ce type de silence est souvent mal interprété. Il est parfois perçu comme une absence de problème, voire comme une validation implicite du passé. Or, il est fréquemment le signe d'un travail intérieur profond. Après le divorce, Milla Jovovich amorce un lent processus de réappropriation de son identité. Cette reconquête passe par des choix personnels et professionnels plus autonomes. Elle diversifie ses projets, s'éloigne progressivement des cercles de pouvoir qui structuraient son quotidien, redéfinit ses priorités. Cette phase est rarement spectaculaire. Elle ne produit pas immédiatement de grands titres, mais elle est essentielle. Elle permet de reconstruire une estime de soi fragilisée par des années de dépendance symbolique. Le journalisme de fond montre que cette étape est souvent la plus difficile. Celle où l'on ne peut plus s'appuyer ni sur la relation passée, ni encore sur une nouvelle stabilité pleinement acquise. Ce n'est que bien plus tard que les mots apparaissent. Le terme « cauchemar », utilisé par Milla Jovovich pour qualifier son mariage, surgit après des années de distance. Ce décalage temporel est fondamental. Il démontre que la parole ne naît pas immédiatement de la souffrance, mais de sa digestion. Dans les sociétés contemporaines, on attend souvent des victimes potentielles qu'elles parlent vite, clairement, sans ambiguïté. Or, l'expérience montre que cette exigence est irréaliste. Nommer un passé douloureux nécessite un espace de sécurité, une reconstruction préalable, une capacité à supporter les conséquences symboliques de cette parole. Lorsque Milla Jovovich commence à évoquer son mariage en des termes plus critiques, le contexte a profondément changé. Les débats autour des rapports de pouvoir, de l'emprise psychologique et des abus symboliques ont émergé dans l'espace public. Ce changement de paradigme permet une relecture du passé qui aurait été impensable 20 ans plus tôt. Le mot « cauchemar » ne désigne pas nécessairement un ensemble d'actes précis. Il désigne une expérience globale, un climat, un ressenti durable. Cette distinction est essentielle pour éviter toute simplification abusive. Le journalisme rigoureux ne cherche pas à réduire une relation complexe à une série d'accusations, mais à comprendre les mécanismes qui ont rendu cette expérience destructrice. Parler tardivement n'est jamais sans coût. La parole de Milla Jovovich s'expose à des critiques, à des soupçons d'opportunisme, à des tentatives de disqualification. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Pourquoi employer des mots aussi forts? Ces questions, récurrentes dans l'espace médiatique, révèlent une difficulté persistante à accepter la temporalité réelle des traumatismes psychologiques. Elles montrent aussi combien les femmes, en particulier dans les industries créatives, sont encore sommées de justifier leur souffrance. L'après-divorce marque également une rupture avec le récit dominant du cinéma romantisé. Milla Jovovich cesse progressivement d'être associée à une figure masculine tutélaire. Elle s'inscrit dans une trajectoire plus personnelle, plus libre, moins dépendante des mythologies du génie créateur. Cette émancipation narrative est peut-être l'un des aspects les plus importants de l'après.
Elle permet non seulement de se reconstruire, mais aussi de transmettre implicitement un message, celui de la possibilité de sortir d'un cadre oppressant, même lorsque celui-ci est socialement valorisé. Loin d'être une fin, le divorce apparaît ainsi comme un point de départ, un moment de rupture nécessaire pour redéfinir les contours de sa vie, de son identité, de sa parole. Il ouvre un espace où la mémoire peut être revisitée, où le passé peut être nommé sans être immédiatement instrumentalisé. Lorsqu'une histoire personnelle devient publique, elle cesse d'appartenir exclusivement à ceux qui l'ont vécue. Elle s'inscrit dans un cadre plus large, celui d'une époque, d'un système, d'une industrie. Le récit livré, tardivement mais fermement, par Milla Jovovich à propos de son mariage avec Luc Besson, dépasse ainsi largement la sphère intime. Il agit comme un révélateur, non pas d'un scandale au sens spectaculaire du terme, mais d'un fonctionnement longtemps normalisé, protégé par le prestige artistique et l'admiration collective. Le journalisme rigoureux se méfie des récits isolés, il cherche à comprendre ce qu'ils disent du collectif. Dans ce cas précis, l'expérience décrite par Milla Jovovich met en lumière une structure bien connue des industries culturelles, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques figures dominantes, souvent masculines, face à des trajectoires féminines plus fragiles, plus exposées. Ce déséquilibre n'est pas nécessairement fondé sur l'illégalité. Il repose sur des hiérarchies informelles, des dépendances symboliques, des mécanismes d'admiration qui rendent la contestation difficile. Pendant longtemps, ces configurations ont été perçues comme naturelles, voire nécessaires à la création artistique. Le cinéma, comme d'autres arts, a bâti sa légende sur la figure du génie. Un génie souvent présenté comme excessif, exigeant, parfois brutal, mais toujours excusé au nom de l'œuvre. Dans ce récit, ceux qui gravitent autour du créateur deviennent secondaires. Leur vécu est relégué au second plan, absorbé par la grandeur supposée du projet artistique. L'histoire de Milla Jovovich oblige à interroger ce mythe. Elle ne nie pas le talent, ni l'importance culturelle des œuvres. Elle pose une question plus inconfortable. À quel prix certaines créations ont-elles été rendues possibles et qui en a supporté le coût invisible ? Dans l'espace médiatique contemporain, la parole tardive est souvent suspectée. On lui reproche son décalage, son manque de preuves immédiates, son incompatibilité avec l'instantanéité de l'information. Pourtant, dans le cas présent, cette temporalité longue est précisément ce qui confère à la parole de Milla Jovovich sa portée. Parler après coup, sans bénéfice évident, sans stratégie de carrière apparente, transforme le témoignage en acte politique au sens noble. Un geste qui participe à la redéfinition des normes collectives. Le mot « cauchemar », utilisé pour qualifier une relation autrefois idéalisée, agit comme une rupture symbolique. Il fissure un récit dominant et ouvre un espace de questionnement. Ce type de récit place l'industrie du cinéma devant une responsabilité nouvelle. Non pas celle de juger a posteriori, mais celle de repenser ses pratiques. Les frontières entre vie privée et vie professionnelle, longtemps floues, et même encouragées, apparaissent désormais comme des zones à risque. La question n'est plus seulement de savoir si une relation est consentie, mais dans quelles conditions ce consentement s'exprime. Peut-on parler de liberté réelle lorsqu'une carrière dépend largement d'un seul individu ? Ces interrogations, aujourd'hui centrales, étaient marginales à l'époque des faits. Les médias portent eux aussi une part de responsabilité. Pendant des années, ils ont relayé sans distance critique le récit romantique du couple, contribuant à figer une image idéalisée. La presse n'a pas menti, mais elle n'a pas interrogé. Elle a reproduit un discours dominant sans en analyser les implications. Le travail journalistique contemporain consiste précisément à revenir sur ces angles morts, à relire les archives, à confronter les récits, à accepter que certaines vérités émergent tardivement. Ce n'est pas une réécriture opportuniste de l'histoire, mais un approfondissement nécessaire. L'histoire de Milla Jovovich ne se conclut pas par une accusation formelle, ni par une condamnation morale définitive. Elle se conclut par une prise de conscience. Elle montre comment une relation, perçue pendant longtemps comme enviable, peut être vécue de l'intérieur comme destructrice. Cette prise de conscience ne concerne pas seulement les célébrités. Elle résonne auprès de nombreuses femmes et d'hommes qui ont évolué dans des environnements professionnels marqués par des rapports de force similaires. En ce sens, ce récit dépasse largement le cadre du cinéma. Il interroge notre tendance à confondre succès et légitimité morale, création et domination, admiration et aveuglement. Le journalisme a ici un rôle essentiel. Celui de complexifier les récits, de refuser les simplifications, de donner une place aux voix longtemps restées en marge. Nommer un passé douloureux ne vise pas à détruire une œuvre ou une carrière, mais à humaniser les trajectoires, à reconnaître les zones de souffrance que le prestige ne doit plus masquer. En qualifiant son mariage de cauchemar, Milla Jovovich n'a pas seulement parlé d'elle-même, elle a contribué, volontairement ou non, à une conversation collective sur le pouvoir, la vulnérabilité et la responsabilité. Cette conversation est loin d'être terminée.
L'héritage de cette histoire ne se mesure pas en polémiques immédiates, mais en évolution lente, celle des mentalités, des pratiques, des attentes vis-à-vis des figures d'autorité. Elle rappelle que derrière chaque mythe se cache une réalité humaine, souvent plus complexe, parfois plus sombre, mais toujours digne d'être entendue.